Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatia El Aouni. Cela fait pratiquement maintenant 2 mois que les étudiants en médecine sont en grève. Ils ont boycotté la rentrée universitaire depuis le 1er septembre dernier. Le bras de fer perdure avec le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Ils sont opposés notamment au projet du service obligatoire. Ils demandent au ministère de la Santé de l'abandonner. La semaine dernière, il y a eu des incidents au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser une manifestation d'étudiants. 3 d'entre eux auraient été interpellés avant d'être relâchés 3 heures plus tard. Ces incidents sont intervenus le lendemain de la publication d'un communiqué du gouvernement. Ce dernier mentionnait que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des étudiants désireux de reprendre leur scolarité. Vendredi dernier, nouvelle étape de négociation, le chef du gouvernement a reçu, vendredi dernier, les représentants des étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Il les a invités une nouvelle fois à regagner les salles de cours, à reprendre le cours normal de l'année universitaire et à poursuivre le dialogue engagé avec les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres à propos du service national sanitaire. Mais les étudiants ont décidé de maintenir pour le moment la marche nationale prévue ce mercredi à Rabat. Hier soir, nous avons appris que les représentants des étudiants allaient être reçus ce matin vers 11h par les 2 ministres. Ce matin, nous allons revenir sur les revendications de ces étudiants, sur ce fameux projet de service obligatoire tant décrié et le blocage actuel. Avec nos invités, Hasna Boutelja, bonjour. On va vous mettre le micro le plus vite possible, ce serait mieux. Bonjour, vous êtes la présidente du conseil des étudiants de la faculté de médecine et pharmacie de Casablanca. Ikram Driouch, bonjour. Bonjour. Devant le micro, voilà. Vous êtes membre du bureau des étudiants de la faculté de médecine de Rabat. Également avec nous, Anas Elmidi, président du comité scientifique de l'association des médecins internes de Marrakech et membre national du comité national des médecins internes résidents. Bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de parler de vos revendications et de votre boycott, nous allons revenir très rapidement sur les derniers incidents qui ont lieu la semaine dernière. Avec nous, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Mohamed Adnaoui. Bonjour. Bonjour madame. Alors, une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement et très concrètement que s'est-il passé la semaine dernière ? Merci madame pour votre invitation. Bonjour mes chers étudiants, représentants des internes et des résidents. Je ne sais pas si je dois parler pendant 5 ou 10 minutes, mais... Le temps sera court. Le plus court possible. Voilà. D'accord, ok. Donc, rapidement. Donc, vous savez que depuis le 14 septembre, puisque pour les doyens des facultés, le mouvement, même s'il a commencé le 1er, c'est le 14. Donc, la Commission nationale des étudiants et la Commission nationale des internes et des résidents sont rentrés dans un mouvement de grève, comme vous le savez, par rapport au service de santé national qui a été proposé par le ministère de la Santé. Je voudrais souligner 2 particularités pour la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. La première, c'est que nous avons 500 étudiants militaires pour toutes les classes confondues et plus de 400 étudiants étrangers. Et je voudrais, dans ce cadre-là, remercier le directeur de l'école militaire d'avoir permis aux étudiants militaires de venir, non pas en uniforme, mais en civil. Alors, monsieur Adnaoui, comme on ne va pas avoir beaucoup de temps, je voudrais vraiment que l'on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Des affrontements qui ont fait suite à la circulaire, c'est ça ? Très bien, très bien. Donc voilà, les faits, vous les avez bien soulignés, je pense qu'on ne va pas y revenir. Le 19 octobre, c'était le 50e jour du mouvement de grève. Le 20, le communiqué apparaît du chef de gouvernement. Vous avez cité les 2 dernières lignes qui insistaient sur le fait que le gouvernement va assurer sa responsabilité totale pour assurer la protection des étudiants qui veulent suivre le cours. Le mercredi 21, donc pendant la séance du cours de 10h à 12h, le cours, pour assurer ceux qui voulaient suivre le cours, se déroulait à amphi fermé. Un sitting donc était au niveau de l'amphi. Les étudiants ont commencé à taper. Ils ont défoncé les portes. Et ils ont malheureusement fait l'objet d'un enregistrement vidéo par les autorités compétentes. Je les ai informés les enseignants le soir même. Le jeudi 22, le drame va arriver évidemment, puisque ce jour-là, le sitting, alors que j'ai affiché le règlement intérieur qui était devant les étudiants, qui disait qu'il y a 2 choses qui sont des lignes rouges.
un, ne pas toucher aux installations de la faculté. Deux, il ne faut pas qu'il y ait d'agression physique vis-à-vis des étudiants. Donc ce jour-là, les étudiants ont tapé d'abord sur les portes, puis ils ont défoncé. Et ils n'étaient pas très contents par rapport à ce qui leur a été dit. Et donc moi, je me suis pointé donc un quart d'heure avant pour dire attention, suite au communiqué du gouvernement, les forces de l'ordre vont intervenir. Ils n'ont rien voulu savoir. Et malheureusement, donc, les forces de l'ordre sont entrées très rapidement pour prendre les étudiants qui avaient donc défoncé les portes la veille de cette intervention. Ce sont ces fameux 3 étudiants qui ont été qui vont être libérés 3 heures plus tard, c'est ça? Ils vont être libérés. Il n'y a pas eu d'appel ni à l'ambulance, ni à rien du tout. Les choses se sont passées. J'étais là pour assurer. Est-ce qu'il y a eu des violences avec les forces de l'ordre? Les forces de l'ordre ont fait un travail très rapide. Et ils ont repoussé les étudiants en dehors de la faculté. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc moi-même, donc on a reçu les parents, on en a parlé. Et pour nous, aujourd'hui, le plus important, c'est d'éviter que les étudiants puissent être pénalisés par une année blanche, qui ne sera utile ni pour les étudiants, ni pour les... Est-ce que leurs cours sont à jour? Oui, madame. Ça, c'est une particularité. Les étudiants qui sont à côté de vous peuvent en témoigner. Depuis le démarrage, puisque vous savez, au niveau des facultés de médecine et de pharmacie, le statut stage, pratique, TPTD sont obligatoires. Les statuts courts sont facultatifs. Mais malgré ça, pour accompagner nos étudiants, leur permettre d'être à jour de leurs cours, tous les soirs, je m'assois dans mon bureau, je prends les cours qui m'ont été donnés par les enseignants qui n'ont pas été dispensés, et j'ai créé des comptes Facebook pour les étudiants, et ils sont à jour de leurs cours à la date d'aujourd'hui. Mieux encore. Les doyens des facultés ont préparé un plan B. Ce plan B permettait aux étudiants, même ceux qui s'absentaient pour les stages, jusqu'à cette semaine, de rattraper le temps perdu, ce qui leur permettra un petit peu de rentrer dans le cours normal. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, donc le SNESUP national, qui est le syndicat national des étudiants, est rentré en médiation, a préparé la réunion avec monsieur le chef de gouvernement qui a pris maintenant le dossier, c'est lui qui est responsable du dossier. Effectivement, une réunion va avoir lieu ce matin. Monsieur le doyen, restez avec nous. On va justement évoquer tout ça avec les étudiants qui sont avec nous ce matin. Je suis à votre écoute. Tout d'abord, les cours, vous les avez pas? Pas tout le monde en fait. Les cours sont sur Facebook. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il explique, oui, c'est exactement ce qu'il a dit, avec ceux qui veulent en tout cas suivre leurs cours pour qu'ils soient à jour et qu'ils ne se retrouvent pas, parce qu'il y avait un délai qui vous était autorisé jusqu'à aujourd'hui, mais en fait jusqu'au 26. Mais Facebook ne veut pas dire qu'ils sont faits. Non, mais bien évidemment, puisque ça, c'est on vous donne juste les cours à suivre, à vous de choisir ensuite si vous avez envie ou pas. C'est ça? Il faut pas oublier que c'est juste sur Rabat parce que c'est une partie. Bien évidemment, on parle, bien sûr, c'est le doyen de Rabat. Je ne parle pas des autres villes. On en vient au négo... Oui, juste vous voulez dire. Pour répondre à monsieur le doyen, oui. Pour les civils qui rentraient au cours, je m'excuse pour le dire, monsieur, mais parce que vous les avez menacés. Surtout les étudiants de la première année. Vous lui avez dit que s'ils ne rentrent pas au cours, ils vont être exclus et remplacés par des étudiants de la liste d'attente. Alors, Laissez-le répondre. Oui. Évidemment, ça c'est votre point de vue. Si vous avez des documents qui prouvent cela, est-ce que vous pensez qu'un doyen peut dire des choses comme ça pour un étudiant? Non, monsieur, je n'ai pas de documents, mais vous l'avez dit en plein public. Oui, j'étais présente et les étudiants avaient peur. Du coup, ils sont rentrés, mais parallèlement, ils sont venus nous voir et nous dire, voilà, on va rentrer, mais venez arrêter le cours. Mademoiselle, voilà. Mademoiselle. Pour que ne soit pas fautif. Non, mademoiselle. Écoutez, oui, monsieur. Les étudiants civils, notamment les premières années, allez leur poser la question, c'est très simple. Moi, notre attitude des doyens, c'est une attitude de neutralité positive. Nous l'avons toujours dit. On est neutre puisqu'on n'a pas été concerté pour ce projet et on est avec les étudiants. Là, un doyen et les étudiants vont vous exclure. Ce qui a été dit, et c'est vrai, allez sur Facebook, allez voir ce qui a été dit pour les étudiants qui veulent reprendre le cours. Donc, moi, je vous le dis encore une fois, la faculté, son rôle, c'est d'avoir les enseignants au temps T, d'avoir les amphis ouverts au temps T
Et c'est aux étudiants de choisir. Mais pour les militaires et pour les étrangers qui sont payés par le contribuable marocain, c'est totalement différent. On est obligé. Alors, oui, justement, n'arrêtez pas les cours on va aller chercher le mal là où il est, parce que ça, ce n'est qu'un épisode et qui ne s'est produit que pour Rabat, alors que la grève se poursuit dans la majorité des facs et au niveau national. Alors, au niveau des négociations, qui était présent aux négociations avec le chef du gouvernement vendredi dernier? Effectivement, d'abord, concernant la réunion avec le chef du gouvernement, je remercie les profs qui étaient vraiment l'intermédiaire entre nous et le chef du gouvernement, parce qu'à certains moments, la communication s'est bloquée entre les deux parties. Donc, il nous a appelés à 10h du matin. Et pour vous montrer qu'il y a une bonne volonté de la part des étudiants, des représentants de Oujdas ont pris la route à 10h du matin pour arriver à 18h. Ils sont venus à 150 km/h. Je suis désolée de vous presser encore une fois, mais si on peut éviter les détails et aller vraiment au cœur. Pour vous montrer la bonne volonté des étudiants. On n'en doute pas. Donc, juste, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Qu'est-ce que le chef de gouvernement vous a dit? C'était une réunion plutôt officieuse qu'officielle, parce que c'était chez lui. Donc, il était là-bas avec Monsieur Hermid. Donc, d'abord, il était un petit tendu parce qu'il avait l'idée que nous refusons de partir là-bas, de servir les gens dans les régions enclavées, alors que ce n'est pas le cas, c'est totalement différent. Donc, on lui a expliqué notre point de vue, qu'on est prêt à partir dès aujourd'hui. Mais ce qui nous embête dans l'histoire, c'est l'obligation. Il était ouvert avec nous. Il a dit qu'on pourra régler tout ça, mais ne parlez pas de l'argent. J'ai pas d'argent, comme ça. Ne parlez pas de l'indemnité de la fonction des étudiants. Je suis ici pour parler avec vous en ce qui concerne le service obligatoire. Il a dit qu'on peut être ouvert en ce qui concerne ce sujet et on parle de ça et pas d'argent. J'ai pas d'argent comme ça. Bon, ça, c'est la première étape. C'est le blocage principal. Ça concerne ce service sanitaire obligatoire. Oui. Donc, vous, ce qui vous dérange, c'est l'obligation. Alors, voilà. C'est l'obligation. On est prêt à partir dès demain. D'accord. Pourquoi vous le refusez, ce service obligatoire? Et on va peut-être prendre avec nous Anas Olmidi, qui est le président, je vous rappelle, du comité scientifique de l'association des médecins internes de Marrakech. Et je vous redonne la parole, bien sûr. Merci madame. Donc, oui, Anas. Alors, vous pouvez nous expliquer, parce que le temps passe très très vite, Anas, nous expliquer clairement pourquoi les étudiants sont contre ce service obligatoire. Oui, bien sûr, très brièvement. Mais tout d'abord, je voudrais juste rapidement dire... Vous n'aurez pas le temps, Anas, de tout dire, sinon. Juste de remercier monsieur le doyen de Rabat, qui met fin à un débat qui datait de Londres, donc il vient de déclarer officiellement qu'aucun étudiant de première année ne sera renvoyé s'il continue son boycott. C'est quelque chose de très positif pour nous. Donc ça d'une part. D'autre part, pourquoi on est contre ce service sanitaire obligatoire? Pour deux grands points, donc sur la forme et sur le fond. Sur la forme, tout d'abord parce qu'il est basé sur un mensonge. Quel mensonge? Celui que les médecins marocains ne voudraient pas travailler dans les zones rurales, et c'est pour la raison pour laquelle donc il faut créer cette loi qui les oblige à y travailler, alors que c'est faux, pas du tout. Aujourd'hui, il y a très peu de médecins au Maroc et il y a très peu de médecins dans le secteur rural. Mais cette responsabilité, elle incombe au ministère qui fait tout pour recruter le minimum de médecins. Et il en a recruté que 15 médecins généralistes. Alors attendez, allez tout doucement, Anas, pour qu'on comprenne bien, s'il vous plaît. Il y a peu de temps, mais si vous donc voilà, on a peu de temps, mais si vous allez trop vite, on va rien comprendre, Anas. Anas, donc. Oui. Premièrement, on note que vous n'êtes pas contre ce service obligatoire. C'est bien ça. Mais écoutez, obligatoire, c'est une question de travailler dans les zones rurales. Et maintenant, ce qu'on vous a fait croire, c'est que ce service obligatoire est un service de travail en zone rurale. Alors déjà, d'une part, excusez-moi, on nous fait rien croire. Nous, on est journalistes et on essaie de comprendre et d'expliquer à nos éditeurs ce qui se passe. Très bien. Alors laissez-moi l'expliquer. Pour nous, donc ce service est une façade, en fait. Et la façade, c'est que les médecins ne voudraient pas travailler dans les zones rurales, donc on va les y obliger. Or, depuis presque une vingtaine d'années maintenant, toutes les affectations des médecins, fraîchement diplômés bien sûr, se font en zone rurale. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de recrutement qui est... C'est ça votre principal problème, c'est que vous contestez le nombre de postes qui sont ouverts au niveau du recrutement par le ministère. Voilà, pour les médecins généralistes. Pour les médecins spécialistes, l'équation elle est encore beaucoup plus simple. Pour faire sa spécialité, il faut choisir si on est contractuel ou bénévole. Lors de sa spécialité, et 60% sont contractuels. Qu'est-ce que ça veut dire contractuel? C'est-à-dire que lorsqu'on finira notre spécialité, on devra travailler au minimum une période de 8 ans avec l'État, et c'est ce qui se passe déjà. Donc actuellement, le ministre a déjà, entre guillemets, dans sa poche 60% des médecins
spécialistes marocains qui vont travailler pour lui dans les zones rurales. En quoi c'est un problème de travailler avec l'État, Anas? Il n'y a aucun problème. C'est juste pour montrer que le ministère un petit peu exagère et essaie un petit peu de faire passer sa loi qui n'a absolument rien à voir avec les zones rurales en la faisant passer comme une loi qui servirait les zones D'accord, rurales. donc si vous êtes d'accord que vous avez besoin d'être dans ces zones rurales concernées par ces affectations, où est la contestation? Où est le problème? La contestation, c'est au niveau du service obligatoire. On aimerait y être en tant que fonctionnaire de l'État, comme dans tous les autres domaines. Et la santé n'a pas... Donc c'est au niveau du titre qui vous est accordé quand vous êtes affecté à ces zones? Mais bien sûr, c'est ce service obligatoire qui, en plus, n'apparaît que maintenant, alors que ce sont des étudiants en médecine et des médecins internes et résidents qui ont commencé leurs études. Pour ma part, par exemple, je suis en 9e année et j'apprends donc à ma 9e année qu'après mes 13 ans d'études, en fait, j'aurai encore 2 ans avant qu'on me délivre mon diplôme. Est-ce que ça vous aurait fait changer d'avis? Anas, Oui. je vais vous poser une question des plus naïves et que beaucoup de Marocains se posent avec ce blocage, parce que c'est vrai que ça nous inquiète tous, parce que vous, étudiants, vous allez avoir une année blanche et que ça bloque depuis plusieurs mois maintenant les CHU. Une question très très claire. Est-ce que vous comprenez la préoccupation de nombreux Marocains qui nous disent non mais attendez, nous on a besoin dans les zones rurales de médecins, nous on a besoin d'avoir des soignants dans ces zones parce que nous n'avons pas grand-chose. Et on a bien entendu ce que vous nous dites, que vous dites, vous, c'est à l'État de le faire et pas à nous, en tant qu'étudiants, d'y aller. Et si on y va, on veut un titre. Mais comme vous êtes dans le cadre d'études, ce titre, il est négociable avec l'État ou pas du tout actuellement? Écoutez, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Mais qui croyez-vous qu'on est en train de défendre? Sincèrement, il faut comprendre un truc. Ce projet va tout simplement faire passer le statut le contrat donc du médecin avec l'État d'un contrat durée indéterminée, donc fonctionnaire, à un contrat durée déterminée de 2 ans. Le ministère aura suffisamment de médecins qui travailleront pour lui de manière obligatoire, donc tous les lauréats, et n'aura plus besoin de recruter. Et c'est le but, c'est la finalité de ce projet. Et qu'est-ce que ça va engendrer pour le citoyen? Parce que c'est ça ce qui nous intéresse et ce qui nous inquiète. Pour le citoyen, tout simplement, ça va contribuer à creuser encore davantage le gouffre qu'il y a entre les différentes classes sociales. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux publics, là où les personnes, entre guillemets, pauvres et qui ne peuvent pas se permettre d'aller au privé, ils vont trouver que des médecins jeunes, débutants. Tous les médecins, moi, je vous l'accorde, sont diplômés, donc c'est des médecins qui sont capables de soigner. Mais l'expérience dans le secteur de la santé, plus que dans n'importe quel autre secteur, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on va offrir au citoyen qui n'a pas les moyens un médecin débutant, et pour celui qui a les moyens, il pourra aller retrouver ce médecin un peu plus expérimenté au niveau du privé, et il y sera maintenant de manière obligatoire. Et c'est ça ce qu'on refuse. Ikram, Hasna je vais vous expliquer un petit peu pour que la population comprenne un petit peu la situation. Quand un médecin obtient son doctorat, il a 3 voies. Soit de passer le concours de spécialité et devenir un spécialiste pendant 4 ans ou 5 ans, soit partir au secteur privé, ouvrir son propre cabinet, soit passer le concours de fonction ou d'intégration dans la fonction publique. Donc après de passer le concours d'intégration dans la fonction publique, je mets en défi n'importe quelle personne qui me contredit ou dit qu'un médecin fraîchement diplômé qui passe le concours d'intégration, qu'il reste sur l'axe Rabat-Casa. Par contre, tous les médecins contractuels généralistes partent dans les régions précaires. Donc, ce qui nous fait peur en ce qui concerne ce projet de loi, c'est le désengagement de l'État au profit du secteur privé. D'abord, ils ont commencé par les facultés de médecine privée. Ensuite, ils ont autorisé aux investisseurs d'ouvrir des cliniques, et par la suite le service obligatoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y aura des lauréats de médecine chaque année, 2400 médecins par année, qui seront obligés de partir dans ces zones pendant 2 ans, des médecins bon marché, si je le dis bien, pendant 2 ans. Ils vont terminer les 2 ans et par la suite, ils vont venir d'autres nouveaux lauréats pour remplacer les anciens. Donc, chaque année, il y aura 2400 médecins qui comblent le manque des ressources humaines. Donc, par la suite, où on va engager des médecins, il n'y aura pas de fonction publique. C'est ça ce qui nous fait peur. La politique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé va vers la privatisation du secteur sanitaire. C'est ça ce qui nous fait peur. Et ce n'est pas au profit des citoyens. Est-ce que je peux, en tout cas, je ne l'espère pas, vous choquer? Ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est la sécurité de l'emploi avant de finir vos études? Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir par rapport à ça?
Oui, et bien sûr, Anas, bien sûr. Alors tout simplement, non, ce n'est pas. Il faut que vous compreniez bien. Est-ce que c'est choquant ce que je dis ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On le prend bien. Maintenant, ce que j'aimerais expliquer, c'est que ce n'est pas un combat syndical. C'est un combat pour une nation. On est en train de se battre pour qu'aujourd'hui la fonction publique puisse persister au niveau des services fournis par l'État marocain. C'est un service duquel l'État essaie de se soustraire parce qu'il lui coûte beaucoup d'argent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on confie ça au privé, tout d'abord, on n'a aucune garantie sur comment ça va être mené. Et puis, deuxièmement, il faut comprendre quelque chose. Dans tous les pays du monde, c'est le secteur public qui fournit certains services que le secteur privé ne peut en aucun cas fournir. Précisément par rapport à ce point, Anas, juste finir. Par exemple, les maladies rares, les maladies qui sont très compliquées à traiter, ça, le privé ne s'y intéresse pas. Il n'a pas les moyens de les gérer. J'allais verser dans votre sens, si vous me le permettez, Anas. J'allais verser dans votre sens, si vous... Voilà, oui. Je tenais juste à signaler qu'une de vos revendications également, et c'est un peu ce qui vous est reproché, c'est d'utiliser ce conflit pour régler d'autres problèmes, mais il faut les évoquer aussi, c'est le manque de moyens dans ces zones rurales et dans les hôpitaux, ou en tout cas ce que vous appelez les quatre murs. Parfait. Alors pour ça, moi personnellement, j'ai fait énormément de caravanes médicales où, imaginez bien, quand on arrive au niveau du village pour travailler, on refuse de travailler dans le centre de santé qui est délabré, abandonné. On travaille dans des tentes tellement il est dans un état de délabrement avancé. Donc ça d'une part. D'autre part, est-ce que vous trouverez normal si aujourd'hui les ministères proposaient donc un projet d'équipement de tous les hôpitaux et de tous les centres de santé marocains avec des équipements flambant neufs, avec un coût énorme, sans y mettre de médecins? Ça serait tout à fait illogique. Et c'est la même chose. Mettre de l'équipement sans le médecin, c'est comme mettre un médecin sans son équipement. Donc c'est quelque chose d'inutile. Mais vous êtes d'accord, Anas, qu'on ne peut pas ne rien mettre non plus? Ah oui, mais tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a proposé plusieurs solutions au ministère, notamment la Quelles sont ces solutions? Parce qu'on les entend pas, on entend vos revendications, mais pas les solutions. Malheureusement. Mais en tout cas, par exemple, comme ça a été fait dans plusieurs pays où il y a cette notion de désert médical, donc de mettre des grands centres spécialisés qui, avec un moyen de transport qui sont plus régularisés et qui permettraient à ce moment-là d'offrir un véritable service aux citoyens et non pas de lui mentir en lui disant qu'on vous envoie un médecin. Vous savez, quand on envoie même un neurochirurgien, si on l'envoie sans son bloc opératoire, ça sert absolument à rien. On lui a juste menti, c'est du populisme. Et ça, c'est non seulement non voulu en médecine, mais totalement... Juste parce qu'on va plus avoir beaucoup de temps, mais je pense qu'on va reprendre après l'édition de 8h30. Aujourd'hui, il doit y avoir des négociations. Le ministre de la Santé et celui de l'Éducation nationale reçoit des représentants, c'est ça? Exactement. Tout ça à l'heure. Au niveau du ministère de la Santé, à 11h, entre les deux ministres et la Commission nationale des étudiants en médecine et le Comité national des médecins internes et résidents. Alors aujourd'hui, vous êtes ouvert à quoi? En fait... Est-ce que votre marche nationale prévue mercredi est maintenue ou pas? Ça dépend des négociations d'aujourd'hui. D'accord. Si on arrive à trouver une solution, alors c'est l'idéal pour nous. Et est-ce que quand vous parlez, quand trouver des solutions, si on en trouve quelques-unes qu'on arrive à solutionner... Voilà, est-ce qu'il y a moyen de trouver un consensus ou c'est tout ou rien? C'est normal de ne pas tout avoir. Mais vous en êtes conscient qu'il n'y aura jamais tout. Quelle concession êtes-vous prêt à faire? Si je peux intervenir, parce que ça va dans votre sens. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'équipement dans ces hôpitaux, mais que le médecin devrait y aller il faut juste que vous compreniez, alors à ce moment-là, c'est quoi notre revendication? C'est quelque chose pour moi qui aurait dû être applaudi. Et on vous écoute. C'est un médecin qui tout simplement refuse de ne pas travailler. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a de la loi et qu'il nous envoie n'importe où, là où il n'y a pas d'équipement médical. On va y aller et on ne pourra pas travailler parce qu'on a des compétences pour travailler avec un certain matériel. Si on l'a pas, on va pas travailler. Donc là, on est en train de se battre pour qu'on ne soit pas dans cette situation de ne pas travailler. C'est quelque chose qui, à mon sens, devrait normalement être applaudi. Parce que, voilà, donc ça d'une part. Anas, on a juste plus le temps. Juste un instant, on n'a plus le temps. On va revenir avec vous. Je rappelle que parmi nous ce matin, il y a Hasna Boutelja qui est président du conseil des étudiants de la faculté de médecine de Casa, et Karam Drewish, membre du bureau des étudiants de la fac de Rabat, et Anas Olmidi, président du comité scientifique de l'association des médecins internes de Marrakech. On les retrouve tous juste après ça. 7h-9h, Younes. Oui, mais non, sur Radio 2M. Il est 8h34, vous écoutez Radio 2M et on vous parle toujours de ce conflit qui oppose les étudiants en médecine au gouvernement désormais. Hasna Boutelja, président du conseil des étudiants de la fac de Casa, et Karam Drewish, membre du bureau des étudiants de la fac de Rabat, et Anas Olmidi, président de l'association des médecins internes de Marrakech, sont avec nous pour en parler ce matin. Alors, juste une question, on avait commencé à l'aborder juste avant l'édition.
est-ce que vous êtes prêts, vous, étudiants, à faire des concessions? On ne va pas parler de l'État et si les deux ministères, eux, vont faire des concessions, puisqu'ils ne sont pas avec nous ce matin. Nous, on aimerait savoir si vous, étudiants, vous êtes prêts à faire des concessions pour que les choses avancent, pour que vous n'ayez pas une année blanche. Vous n'avez pas encore beaucoup parlé. Oui, justement, je voulais parler à propos du communiqué gouvernemental. Oui. Lequel? Le dernier. D'accord. Le dernier. En fait, après qui invite tous les étudiants à retourner en cours. Exactement. Ok. Après la réunion entre les représentants et les deux ministres, on s'attendait à un communiqué qui comprend les points sur lesquels ils se sont mis d'accord. C'était juste pour qu'on débloque la situation. C'était notre but. D'accord. Mais on s'était surpris par un communiqué vide. Il y avait pas de points, mais juste des menaces. Est-ce que je peux dire un qui vous appelait à retourner au cours. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question. Vous, étudiants aujourd'hui, sachant que des nouvelles négociations sont prévues ce matin avec le ministre de la Santé et celui de l'Éducation nationale, êtes-vous prêts à faire des concessions pour que les choses avancent, pour que vous n'ayez pas une année blanche? Puisque vous avez mentionné l'année blanche, d'abord, les étudiants en médecine et même leurs parents, l'année blanche ne les inquiétait nullement. Du moment que l'avenir d'étudiants en médine, c'est un hypothétique. Donc, vos parents ne sont pas du tout inquiets? Du tout. Et c'était vraiment déclaré. On fasse intervenir les parents pour des majeurs, moi. Pourquoi? Mais c'est quand même parce que c'est des majeurs. C'est vraiment décevant. C'est les parents qui C'était payent vraiment les études. très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. On n'a pas accepté. Moi, on appellerait mon papa. On est majeur, vacciné, adulte. Moi, je suis maman et l'avenir de mon enfant me préoccupe sérieusement. Excuse-moi. Mais quand même. Quand même. C'est la faculté de médecine, mais pas la crèche de la faculté de médecine. Oui, Anas. Non, mais tout à fait. Mais bien sûr, d'ailleurs, je tiens à remercier en fait tous les parents des étudiants en médecine parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour leurs enfants pendant une durée qui est très longue et c'est très coûteux pour eux. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre de ça, moi je suis tout à fait d'accord avec César, il ne fallait pas appeler les parents. C'est un point totalement accessoire, Anas. Restons sur les revendications et les concessions que vous êtes prêts à faire par rapport à ça. Juste, quelles sont les concessions? Pour que ça soit bien clair, pour ma part et donc pour notre part, les concessions qu'on est prêt à faire. Oui. Attends, Monsieur Adnaoui. Oui. Oui, vous vouliez intervenir? Pardon? Est-ce que je peux dire un petit mot? Bien sûr, allez-y. Concernant les parents, j'imagine. Merci beaucoup. Mais vous avez vu que quand même il y a des vérités dans ce que disent les étudiants, quand même, les internés et les résidents. Alors, moi, je suis optimiste de nature. Je suis sûr que cette semaine va être la semaine de la solution, je l'espère. Ce que demandent les étudiants, peut-être ils ne l'ont pas bien exprimé, et je ne vais pas être leur avocat. Ils veulent que ce qui est... De l'optimisme, ça fait plaisir, non? Oui. Voilà. Du réalisme aussi. C'est parce que les jeunes filles qui sont en studio sourient. Continuez. Il faut, ce que demande, je le dis à leur place, et ce que demandent les étudiants aujourd'hui, c'est que ce qui a été promis soit écrit noir sur blanc et le remis signé avec une autorité dont ils font confiance. C'est ce qu'on demande. C'est un PV d'accord signé par les deux il faut que ce soit le doyen qui le dise. Et Alors, ça fait plaisir que le doyen de Rabat l'annonce sur la radio. Vous allez regagner en popularité, monsieur Adnaoui, parce que... Ça y est, vous redevenez populaire, monsieur le doyen. Vu la page Facebook, ça envoie. Monsieur le doyen, ce qu'on demande, c'est que vous soyez un petit peu neutre depuis le début de notre mouvement de protestation, qui est vraiment un mouvement aussi paisible que légitime. Il est tout à fait légitime, mais ce que je vous dis encore une fois, peut-être c'est mon dernier point, c'est que rassurer les étudiants, il y aura ni exclusion d'aucun étudiant gréviste. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. J'espère que les étudiants en première année nous écoutent. Non, oui, c'est très important. Et deux, même si les règlements intérieurs des conseils de... Je suis le coordinateur du réseau des doyens. Il n'y aura pas de conseil de discipline pour les étudiants qui ont fait grève. Ça, je vous le garantis. Et ça, c'est important. Oui. Je pense que cette semaine, Inch'Allah, il y aura une solution. Inch'Allah, je pense que là, vous refaites monter votre côte en flèche. Alors, Anas, on peut va revenir essayer juste, s'il vous plaît, réponse. tous les trois qui êtes avec nous ce matin. Anas. Oui. Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire? En essayant d'articuler. Quelles sont... Alors, parce que c'est vrai que j'ai parlé un petit peu vite, mais bon. Légèrement. Tu parles comme tu écris, en fait, comme un médecin. Mais en tout cas, pour les concessions, juste pour que ce soit bien clair, on a un dossier revendicatif où on a plusieurs demandes qu'on est prêt à discuter. Ça, nous sommes d'accord et on les a tous cités sur cette antenne. Les concessions qu'on est prêt à faire ne peuvent que nous concerner, nous. Mais ce qui, pour nous, concerne le secteur de la santé au Maroc et donc touche clairement le citoyen,
pas prêts du tout aujourd'hui à faire des concessions. Pour nous, on est clair, on a bien expliqué donc la catastrophe vers laquelle va aller le secteur public s'il se continue donc vers ce service sanitaire obligatoire. C'est pas, il faut que les gens comprennent que c'est pas un combat syndical. Donc on n'est pas là pour demander une mutation ou un recrutement dans une zone bien particulière. Non, on est pour une stratégie de la santé qui fera avancer notre pays. Et puis d'ailleurs, juste un petit mot rapidement, moi je suis toujours très triste de voir que dans notre pays, en fait, on a toujours des plans très ambitieux et ça me fait plaisir. Ça, par contre, donc on a le plan Maroc vert, le plan des 20 millions de touristes, le plan d'émergence, on a beaucoup de plans dans chaque secteur qui feront avancer notre pays. Mais pour le secteur de la santé, non seulement on n'a rien, mais le peu qu'on a, c'est un service sanitaire obligatoire donc qui va faire travailler des jeunes médecins pendant 12 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'aura pas d'impact pour développer ce secteur de la santé qui est déjà lamentable, excusez les termes. Donc on aimerait que notre ministère de tutelle puisse plancher sur un véritable projet d'avenir qui nous dise à quoi va ressembler la santé au Maroc en 2025, en 2030, des choses de ce genre, et non pas donc des petits projets qui ne feront pas avancer les choses et qui, pire, pourront les faire reculer. Anas Olmidi, j'espère que cette fois vous nous accorderez au moins la bonne foi de vous avoir laissé vous exprimer et exprimer clairement vos revendications, parce que ça revient très souvent sur Facebook et sur Twitter, mais je voulais quand même essayer de détendre un petit peu l'atmosphère pour finir. On l'a pas oublié, il est juste un peu en retard et c'est nous qui en sommes responsables. Youssef Qsayer nous prend de court. Radio 2M. Youssef Qsayer nous prend de court. Les tractations entre gouvernement et étudiants en médecine risquent de durer encore longtemps. Le conflit n'est pas facile à cerner. Plusieurs zones d'ombre, beaucoup d'informations et de désinformations. À l'image de l'écriture des médecins, on n'y comprend absolument rien. En attendant, le citoyen se trouve coincé entre les deux. Alors, chers concitoyens, surtout ceux qui vivent dans les zones dites enclavées, en attendant le dénouement de cette affaire, et comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Moins vous tomberez malade, mieux ça sera. Il suffit de suivre quelques règles simples d'hygiène de vie et de bon sens. À la sortie du hammam, toujours bien se couvrir, surtout la tête, parce que chez nous, on n'attrape pas un rhume, mais on se fait frapper par le froid. Pour vos déplacements, portez obligatoirement des genouillères et des coudières et un casque. Même à pied, on n'est jamais assez prudent. Pour éviter les intoxications, évitez de manger à l'extérieur. Faites mieux encore, évitez même de manger à la maison. Ou vous savez quoi, évitez de manger tout court. Jeûner a de meilleures vertus. Si vous souffrez d'un mal que vous ne connaissez pas, sachez que le fait de se couvrir et de bien transpirer est le début de tout traitement. Le conflit ne fait pas que des malheureux, les herboristes doivent se frotter les mains. Le business des herbes médicinales peut en bénéficier et l'avantage, c'est que les études sont moins longues. C'est entre pépiniéristes et paysagistes. Après, les débouchés sont multiples, comme Panoramix, tu peux devenir druide dans un village enclavé et découvrir la potion magique. Une potion dont on a vraiment besoin en ce moment. Merci à Youssef Qsayer que vous retrouvez d'habitude à 8h15. Pourquoi ça vous fait pas rire ils ont ça fait 55 jours. Des gens qui habitent les zones enclavées, je crois même pas qu'ils sont en train de nous entendre parce qu'il n'y a pas de réseau déjà. On comprend leur tension et leur fatigue. Alors vous seriez bien étonnés. Vous pensez que les gens dans les zones enclavées ne nous écoutent pas? Mais si vous saviez le nombre vraiment enclavées, oui, où il n'y a même pas de moyens de transport, il n'y a rien de rien. Et la radio arrive là-bas. La radio vous vous trompez. Je voulais juste... Attends, Anas. Pardon? C'est pas vrai, les chiffres le prouvent. Les chiffres il dit que les gens n'écoutent pas la radio encore moins deuxième. Je peux vous citer des régions, donc c'est dans les de Marrakech, donc par exemple à Emilel, à Iril, voilà. Donc ils ont mauvais goût, voilà. Alors c'est très étonnant parce que on vous enverra tous les messages que l'on reçoit. Anas, je voulais juste apporter une précision sur quelque chose que j'ai appris et vous me confirmerez, vous jeunes étudiants en médecine, concernant les grèves qui sont menées. Ce que ne savent peut-être pas les gens, c'est qu'elles ne concernent pas les soins, les urgences et les services de permanence, mais les cours simplement. Ça, je le savais pas moi. Juste pour que ça soit bien clair. Donc les médecins internes et résidents dans tous les pays du monde, exemple l'Angleterre et la France, il n'y a pas plus tard donc que la semaine dernière en Angleterre et le mois dernier ou les 2 mois derniers en France, les médecins internes et résidents quand ils font grève, ils font une grève totale, y compris au niveau des urgences. Pourquoi ? Parce que c'est la loi les autorise. Et ici aussi, la loi nous autorise à le faire. Maintenant, c'est notre volonté de ne pas arrêter les grèves au niveau des urgences et au niveau
des gardes, tout simplement. C'est même des urgences, c'est même au niveau des services. On doit rendre l'antenne parce qu'on a déjà dépassé de loin. Je te recommande de pchit de Clinilfort. Je crois que ça va te faire du bien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Anas Elmidi, président du comité scientifique de l'association des médecins internes de Marrakech. Ikram Dréouech, membre du bureau des étudiants de la faculté de médecine de Rabat. Hesna Boutelja, président du conseil des étudiants de la faculté de médecine et pharmacie de Casablanca. Et monsieur Mohamed Adnaoui, doyen de la faculté des médecins de Rabat. Merci à tous. Merci à vous.